Encore une fois, je vais dire l'opposé de tous les cinéphiles d'internet. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi tu es effectivement l'un des seuls à penser ça dans le YouTube cinéphile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous devez le savoir à force de l'entendre partout, Disney hésite à sortir Black Panther 2 en salle en France. Et cette annonce a suscité beaucoup de réactions au vu de l'importance des films de ce type en salle. Des réactions qui râlent contre la multinationale et d'autres qui la soutiennent, souvent avec des arguments fallacieux concernant un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Et pour moi c'est dangereux car au-delà des opinions qui peuvent différer de notre vision du monde, en particulier entre les pro-capitalistes et les anti-capitalistes, il y a des arguments donnés pour justifier une position qui sont factuellement fausses. Et ça donne donc des a priori et des idées dans la tête des gens qui sont problématiques car ils partent sur un postulat biaisé et qui est déconnecté de la réalité. Alors il y a déjà quelques vidéos qui ont bien fonctionné qui parlent de ce problème-là, donc je vous invite à voir celle d'Intercut et de Simon Rio d'Écran Large qui résument plutôt bien le problème, mais qui à mon sens ne vont convaincre finalement que ceux qui sont déjà d'accord. Je fais cette vidéo pour ceux qui ne savent pas trop où se positionner ou qui seraient favorables à critiquer le système de distribution français. Je vais essayer de ne pas trop paraphraser les deux vidéos déjà citées et de rentrer un peu plus profondément dans le sujet pour que vous compreniez pourquoi les propos de Reg le Gorilla, qu'on va prendre en exemple, sont dangereux et néfastes pour le cinéma français, et pour vos avis éventuels sur la chronologie des médias. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, on va passer rapidement dessus pour l'introduire, mais c'est un vidéaste que moi je trouve on ne peut plus commun, qui sort pas mal de vidéos sur l'actualité ciné et qui donne son avis à chaud sur des séries ou des films. Alors je le trouve pas spécialement intéressant, mais il est surtout connu en fait pour susciter la polémique sur Twitter par ses prises de position très pro-Macron et surtout ultra-libérales et capitalistes justement. Et lui bien sûr il défend la position de Disney à ce sujet en critiquant ce qu'on appelle du coup la chronologie des médias, un système cocorico. Bon, analysons un peu ces dires. La grosse actu de cette semaine, c'est que Disney menace la France de ne pas sortir Black Panther 2 au cinéma et de directement le sortir sur Disney+, quelques mois plus tard. Oui, bah jusque-là, il a raison, hein. Il faut le préciser quand ça arrive. Ok, bon là, il a raison. Comme vous le savez, en France, il y a la chronologie des médias que moi je critique depuis son début, et il y a beaucoup de youtubeurs cinéma et autres qui sont venus défendre la chronologie des médias. Et Big News, j'en fais partie. Alors pour les deux du fond qui n'ont pas trop suivi l'affaire, revenons à l'origine de ce qu'est la chronologie des médias. Dans les années 60, le succès du téléviseur provoque une baisse considérable de la fréquentation des salles de cinéma. Et comme on l'a rapidement vu sur ma vidéo sur le CNC, une grande partie du prix du ticket participe à financer le cinéma français et toutes ces branches qui la composent, donc le budget, la distribution, l'exploitation en salle, les salaires, etc. Et surtout, ce ticket participe à rentabiliser l'argent mis dans la production des films diffusés. J'en ai parlé dans cette autre vidéo. Du coup, pour pallier à ce problème, plusieurs arrêtés ministériels imposent un minimum de délai entre la sortie en salle et la diffusion sur les supports vidéo. En 1983, des délais obligatoires sont instaurés et c'est en 1987 qu'on évoque le terme de chronologie des médias pour la première fois. Cette chronologie permet de déterminer des règles sur des autorisations de diffusion à la télé, un certain délai après la projection en salle. Elle permet donc de protéger l'exploitation d'un film au cinéma. Alors comme c'est une règle instaurée par l'Union européenne, tous les pays sont au début concernés par cette règle. Mais la France est le seul pays qui adopte une réglementation nationale, là où les autres pays sont un peu plus flexibles et où les règles de diffusion s'adaptent selon le film et selon les contrats signés avec les parties prenantes. Ce mode de fonctionnement qui est plus libéral d'ailleurs est celui des États-Unis et a fini par détruire des économies cinématographiques dans certains pays, mais on y reviendra. Ce mécanisme français a donc permis de stabiliser l'économie, de la rentabiliser souvent de manière régulière et de proposer dans sa progression des avantages selon les financeurs des films, comme des délais plus courts pour ceux qui souhaitent un ayant droit et qui participent au financement. Alors je ne vais pas vous citer tous les nombreux changements qu'elle a subis depuis ses 45 ans d'existence, mais il faut savoir qu'elle est très souvent mise à jour et ça me permet de rebondir sur ce que dit Rage à ce sujet d'ailleurs. Elles sont complètement archaïques au mode de consommation d'aujourd'hui. C'est un peu faux car elle est constamment discutée et s'adapte aux apparitions des nouvelles concurrences et à l'évolution de la production audiovisuelle, tout en maintenant la chronologie afin d'éviter de se faire exploiter. Elle a par exemple récemment été mise à jour fin 2018 puis février 2019 pour une validité de 3 ans et ensuite début 2022. Et c'est d'ailleurs cette partie-là qui va nous intéresser car elle a aussi fait pas mal réagir. Alors que dit donc cette nouvelle modification de la chronologie? Parce qu'il n'en parle pas dans sa vidéo donc c'est forcément pas très clair pour ceux qui l'écoutent. Eh bien elle concerne justement les géants américains qui n'apprécient pas trop cette chronologie car elle les empêche de diffuser leurs films en salle en France et de sortir directement leurs films en VOD. Et attention, il ne faut pas croire qu'ils prennent le pays justement à la légère. La France est un pays qui a un des marchés les plus puissants en termes de production cinématographique mais aussi de spectateurs. Voici quelques chiffres qui vont enfin tomber. En 2021 par exemple, malgré la crise du Covid qui a bloqué la salle jusqu'à fin mai, 95 millions d'entrées furent enregistrées dans les salles, soit 46,3% de plus qu'en 2020, elle aussi très touchée par la crise. En 2019, 213 millions d'entrées ont été enregistrées et 201 millions en 2018.
Et sur ces 95 millions d'entrées, 40,3 millions furent pour des films américains, 38 millions pour des films français et 15,4 millions pour d'autres nationalités. Le marché français est donc très riche pour les productions américaines. Il est par ailleurs le tout premier marché au sein de l'Union européenne avec 265 films produits de manière 100% nationale. Et ils ne peuvent pas se permettre donc d'ignorer le pays. Par conséquent, en juillet 2021, une loi entre en vigueur et oblige les diffuseurs à verser au moins 20% de leur chiffre d'affaires pour l'audiovisuel et le cinéma français en échange d'un délai plus court sur la chronologie des médias. Netflix, Amazon et Disney passent donc de 36 mois après exploitation en salle à 17 mois. Et Rage d'ailleurs le dit dans sa vidéo. Il y a une loi européenne sur le contenu des plateformes de streaming qui a été adoptée il y a quelques années et Disney doivent la respecter, donc ils vont le faire, normalement, ils le font déjà d'ailleurs. Et en plus de ça, les plateformes de streaming, ils donnent 22% de leur chiffre d'affaires à l'État français. Alors oui, très bien Rage, seulement attention à cette info, sur ces 20%, 16% vont dans l'audiovisuel français et 4% vont directement au cinéma. Un accord que le CSA, le Conseil supérieur audiovisuel, se félicite d'avoir pu conclure, mais que certaines associations de créateurs trouvent trop juste au vu de l'importance colossale des plateformes, et que 4% c'est pas beaucoup quoi. Mais début 2022, un nouvel accord entre en jeu. Netflix fournit un effort financier de 40 millions d'euros par an pour le cinéma français et les films de petite envergure. Et cet accord bilatéral signé permet à la plateforme de gagner quelques mois sur la chronologie des médias et passe donc de 17 à 15 mois. A l'inverse, les géants Amazon et Disney n'ont pas signé cet accord et doivent donc attendre 2 mois de plus, soit 17 mois après l'exploitation en salle. Du coup, pas content. Disney se permet même de critiquer le système français qui ne s'adapterait pas suffisamment au nouveau mode de consommation. Ils estiment le délai trop long. Lol, il y a encore 2 ans, c'était 36 mois pour eux, ils ont quand même gagné 20 mois dans cette affaire. Mais on va revenir un peu après sur pourquoi ils râlent. Cette nouvelle chronologie a été adoptée en février 2022 et une clause de revoyure est normalement prévue fin octobre avant une possible mise à jour en janvier 2023. Donc la voici actuellement dans les grandes lignes. 4 mois après la sortie en salle, c'est le support DVD Blu-ray, 6 mois c'est les chaînes VOD payantes, Canal+, OCS, Netflix 15 mois, les autres plateformes VOD type Amazon Disney 17 mois, et les chaînes gratuites type TF1, France 2, etc. 22 mois. Alors à qui profite cette chronologie? Elle permet notamment surtout à Canal+, l'un des plus gros financeurs, à garder un monopole sur les productions cinématographiques françaises. Elle permet aussi de garder une stabilité financière au sein du CNC, qui est très autonome et dépend beaucoup des taxes sur le prix du ticket. Et surtout, les sorties en salle permettent de financer les distributeurs, qui sont en général ceux qui mettent la plus grosse somme d'argent dans un film, souvent 35 à 40% du budget total. Cette chronologie permet donc de garder une certaine exception culturelle, l'exception culturelle française. Allez, qu'en pense notre Rage là-dessus? L'avantage de la chronologie des médias, pour faire très simple, c'est qu'elle permet de financer le cinéma français. C'est prouvé que ça a permis à la France d'avoir l'un des meilleurs cinémas du monde. Oui monsieur, la chronologie des médias permet effectivement de financer le cinéma français, mais elle ne sert pas qu'à ça. Et tu feras ce raccourci tout le long de la vidéo, et c'est un peu dommage. Comme elle permet de stabiliser les aides du CNC, le centre se permet aussi de financer d'autres choses, comme notamment le développement de jeux vidéo, de production audiovisuelle. Selon le bilan 2021, 4857 heures de production télévisuelle furent soutenues par le CNC à hauteur de 257 millions d'euros. Et la fiction reste numéro 1 de cette aide avec 101 millions sur ces 257. Mais il y a aussi le financement de spectacles vivants comme des pièces de théâtre, des shows, des danses, ainsi que leur captation vidéo. En 2021, le CNC a déboursé 26 millions d'euros pour ça, mais aussi de productions cinématographiques de certains pays voisins. L'Italie par exemple, qui a beaucoup souffert ces 20 dernières années de leur économie cinématographique, appelle souvent à l'aide le CNC français pour aider à produire ses films. En 2019, il y a même une aide spécifiée à la coproduction italienne qui ouvre ses portes au CNC et qu'une production italienne du coup peut essayer de quémander. Et cette aide pour les longs métrages peut aller jusqu'à 200 000 euros. La chronologie des médias permet donc de financer par le biais des salles de cinéma et du CNC tout un tas d'autres choses. Continuons. Mais d'un autre côté, ces plateformes étrangères sont énormément taxées et n'ont pas le droit à beaucoup d'avantages. Pourtant, elles financent beaucoup aussi le cinéma français. Malheureusement, pas assez, c'est pour ça qu'ils n'ont pas ces avantages-là. Bon, les violons quoi. Bon, rappelons que la loi impose 4% du chiffre d'affaires au cinéma, donc encore une généralité un peu grossière, Reg. Surtout qu'entre nous, c'est une loi qui a été inaugurée en 2021 et le bilan 2021 du CNC ne montre pas les chiffres qui ont été mis par Disney, Netflix, Amazon, etc. Donc à mon avis, c'est pas encore totalement signé, ça n'a pas encore totalement été versé, donc c'est pas sûr qu'ils le fassent encore. Du coup, si la boîte râle, c'est parce qu'elle a justement intérêt à diffuser ses films au cinéma en France. Ils ne peuvent pas se permettre d'interdire tous leurs gros blockbusters de sortir en salle, car ça serait un gros manque à gagner pour eux. Et mine de rien pour nous aussi, effectivement, car les productions ramènent souvent du monde. Mais nuançons un peu cette affirmation, car on a souvent tendance à dire que sans Disney, le cinéma français est mort. Donc voici quelques chiffres de l'année dernière. En 2021, les films français ont cumulé 256 millions d'euros de recettes, les États-Unis 296 millions,
sur les 663 au total avec les films d'autres nationalités. Les USA restent donc assez importants, mais on parle du pays tout entier. Qu'en est-il des productions Disney? Sur une trentaine de productions, 3 sont dans le top 10 des entrées en France, No Way Home, Encanto et Les Éternels. Il y a d'autres grosses productions américaines comme Dune ou le dernier James Bond, mais ça c'est pas Disney. On peut donc estimer qu'à l'avenir, Disney misera sur quelques énormes productions et proposera le reste sur leur plateforme pour les films qui ont moins bien marché comme Cruella, Black Widow ou Shang-Chi qui n'ont finalement pas eu un succès aussi faramineux. Donc Disney reste important c'est vrai mais n'est pas omniprésent. En cas de totale absence de leur part, on peut se dire que les productions seront capables de rebondir sur d'autres types de blockbusters. Mais encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Des négociations sont en cours, donc on verra bien. Je pense que dans cet axe-là, il y a moyen de financer le cinéma français et de changer la chronologie des médias, qui est clairement une chronologie politique qui avantage Canal+, qui certes finance le plus, mais d'un autre côté, ces plateformes étrangères sont énormément taxées et n'ont pas le droit à beaucoup d'avantages. Bon, là pareil, il y a énormément de raccourcis grossiers car de toute évidence, il ne sait pas trop de quoi il parle. Oui, la chronologie des médias est évidemment politique puisqu'elle permet de ne pas subir la volonté de monopolisation du système que souhaite une boîte comme Disney. Mais il nous parle de Canal+, alors rentrons un peu plus en profondeur là-dessus. Canal+ a sa propre boîte de distribution qui s'appelle Studio Canal. C'est cette boîte qui finance énormément de films français et qui met en général près de 65% de son chiffre d'affaires dedans. Donc déjà c'est un abus de langage que de dire Canal+, parce que Canal+, ça englobe tout un paquet d'autres boîtes. Et la chaîne télé payante par exemple, qui doit aussi respecter la chronologie des médias et doit attendre 6 mois après la sortie en salle d'un film en cas d'accord, sinon c'est 9 mois, mais on va pas rentrer dans les détails. Et il y a aussi toutes les autres chaînes comme C8, CNews, les industries techniques, enfin bref, il y a plein de trucs. Ensuite, Studio Canal n'est pas le premier distributeur en France et encore moins dans le monde. En 2021, les 4 premiers distributeurs qui occupent à eux seuls à peu près 40% des parts du marché en termes d'encaissement sont américains et sont dans l'ordre Universal en 1, Disney en 2, Warner Bros en 3 et Sony Pictures en 4. En 5e place, on retrouve le plus gros distributeur français SND qui a notamment distribué Kaamelott qui occupe 6,7% des parts du marché pour 61 films financés. Gaumont ensuite avec 6,5% des parts du marché et puis à la 7e place on a Studio Canal qui occupe 5,9% des parts de marché. Donc venir dire que Canal+ fait comme Disney c'est un peu une absurdité déjà parce que Disney rachète les plus gros distributeurs du monde pour justement chercher à monopoliser le secteur comme ils l'ont fait pour Marvel, Lucasfilm ou plus récemment la Fox. Ils capitalisent, ils se mondialisent pour ne former qu'un bloc, là où Studio Canal reste un puissant distributeur important effectivement, mais à l'échelle nationale, mais qui reste en bas du top du classement et n'a jamais cherché à racheter d'autres boîtes de distribution. Alors on peut revenir à la source en disant que sa source de financement est aussi basée sur le capitalisme, puisque l'un de ses actionnaires est Vivendi, entreprise du CAC 40. Bah oui ok, mais à l'échelle du cinéma, il n'y a pas d'objectif de mondialisation. Simple chiffre d'affaires pour comparer, en 2021 de nouveau, Studio Canal a enregistré 291 millions d'euros de chiffre d'affaires, Disney lui 67 milliards, soit un peu plus de 230 fois le chiffre de Studio Canal. Donc arrêtons de faire du violon sur Disney. Mais après, il y a des choses à reprocher, bien sûr, concernant les dépenses pour les rachats de chaînes télé, une volonté de Bolloré de vouloir s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique, mais c'est ça en fait le capitalisme, il y a toujours des choses qu'on peut lui reprocher justement parce que le capitalisme, c'est mauvais. Mais les financements cinématographiques restent localisés depuis des années en France. Je pense qu'il faut changer le système de taxation pour les entreprises et enlever la chronologie des médias pour que tout le monde paye autant, voire plus, en fonction des revenus qu'ils ont. Peu importe le choix qui est fait, en tout cas pour le consommateur, on se fait un peu niquer dans les deux cas. D'un côté, on n'a pas les films qu'on veut en streaming, et d'un autre côté, on aura moins de financement français. Donc cette situation n'est pas win-win. Ce qu'il faut, c'est taxer différemment pour permettre au cinéma français de subsister et en même temps enlever les barrières aux consommateurs. Bon là on rentre dans un tout autre registre et continue de raconter un peu n'importe quoi, de faire des généralités sans comprendre concernant des taxes qui varieraient selon les revenus de je sais pas quoi, c'est confus à mort. Puis on touche en fait le point qui fait que Rate ne peut pas être convaincu, c'est qu'il a un discours qui est très propre au macroniste libéral, déjà de par son vocabulaire, au lieu de dire spectateur pour parler des gens qui regardent des films, il dit consommateur. C'est un détail, mais ça en dit beaucoup. Et surtout, il est pour une libéralisation culturelle du marché et que l'on réponde à la demande du surconsommation et que par conséquent, on doit s'adapter aux caprices de certains, jugeant que 6 mois, c'est trop long à attendre. C'est du caprice qui n'est basé que sur de l'envie de vouloir tout de suite. Il n'y a rien de concret là-dedans. Mais même le cinéma français, ces films ne peuvent pas être vus sur la plateforme de streaming avant un long moment. 6 mois, c'est beaucoup. Pendant un long moment, le film n'existe pas. Alors ça, d'où ça sort ? Tout faux. 4 mois après sa sortie en salle, le film sort en sortie physique, donc en DVD Blu-ray. On peut penser que c'est une économie qui s'effondre. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs de supports physiques, mais pour reprendre certaines données de 2021, il y a eu 245 millions d'euros de ventes de DVD et de Blu-ray. Alors c'est en constante baisse suite à l'apparition de la VOD, car il n'y a que 2 mois d'écart du coup entre l'achat en support et l'accès à la VOD sur Canal ou encore OCS.
Rien qu'en 2019 par exemple, il y avait 406 millions d'euros de ventes et presque 1 milliard en 2013. Néanmoins, ce sont des achats qui ne sont évidemment pas négligeables, surtout après une telle crise, et le cinéma reste majoritaire sur le marché. Une partie du prix de chaque support physique revient d'ailleurs aussi au financement du cinéma français. Bref, je vais pas en revenir sur ce sujet-là, mais Disney a enfin, on va dire, le courage de contre-attaquer, et je pense qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement français car ces lois ne sont pas adaptées. Elles sont complètement archaïques au mode de consommation d'aujourd'hui, et l'État français ne pense pas du tout aux consommateurs. Le fameux courage de Disney qui souhaite monopoliser le marché et menace les exceptions culturelles si l'on ne s'y soumet pas. Il fallait l'oser celle-là. Plus sérieusement, le problème de Rage est qu'il ne connaît pas trop le domaine et se sert de ses positions politiques pour développer son opinion très libérale et capitaliste. Bon, je l'ai déjà dit. De plus, il joue pas mal de ça sur Twitter pour provoquer et susciter des réactions sans jamais répondre sérieusement, ce qui lui donne l'occasion d'extrémiser son avis, comme là par exemple où il dit que la chronologie des médias tue des films. Non, elle n'en a jamais tué aucun, bien au contraire. La chronologie permet de mettre sur un même piédestal les grosses et les petites productions qui bénéficient d'un délai identique de diffusion. Et c'est en majeure partie grâce à elle qu'on a aujourd'hui un choix pharaonique de films par semaine qui ont à chaque fois leur chance, qui a eu 40 millions de budget ou 2 millions. Ou encore là où il dit qu'on punit les grosses industries, voire même carrément à dire que les producteurs devraient avoir la liberté de mettre en streaming leurs films quand ils veulent. Bon, on va pas s'arrêter sur ces propos stupides, vous avez bien vu que c'était plus complexe que ça, que ce ne sont pas des impôts qui sont en jeu car on parle de financement dans le cinéma, et que de toute façon Disney, comme Netflix d'ailleurs niveau impôts, c'est quand même pas non plus des modèles. Hein. Donc il mélange tout pour provoquer, mais malheureusement il raconte un peu n'importe quoi. Mais il n'y a rien d'étonnant, Rage a une position de droite capitaliste et libérale. Il souhaite la mondialisation de tout ça car selon sa politique, ce sont les grandes entreprises qui font le plus de bénéfices qui méritent récompense. Mais pour moi, il est un peu à côté de la plaque et servir et défendre les intérêts d'une entreprise aussi dangereuse qui capitalise sur tout et souhaite posséder l'entièreté de l'économie cinématographique, c'est dangereux car c'est ça qui tue les exceptions culturelles et donc le cinéma. Ce n'est pas du courage, c'est juste de l'opportunisme menaçant. Et c'est là où on va pouvoir parler de quelques autres pays pour vous le prouver. Je prenais l'exemple de l'Italie tout à l'heure, la chronologie des médias se fait de manière contractuelle et change donc souvent. Et à la suite de quelques arrêtés, l'un des plus grands cinémas d'Europe à une époque est en constante baisse et se fait écraser par les grosses productions. Les Disney par exemple sont dispo en ligne seulement 40 jours après la sortie en salle. Du coup, les gens vont plus au cinéma. En Allemagne, la production de films est en baisse aussi et très peu de films nationaux arrivent à percer à cause des mêmes problèmes. En dehors de l'UE, au Japon, en Corée, c'est pareil. Le cinéma est très sinistré, les grosses productions sont très écrasantes et du coup, les pays souhaitent adopter le plus vite possible une chronologie des médias afin de donner chance et visibilité à des films locaux, des premiers films, mais même aussi des films de réalisateurs renommés parce qu'ils finissent par partir du pays. Le cinéma national meurt à petit feu à cause de ces délais qui sont tellement courts que les gens ne prennent plus la peine d'aller au cinéma. Bref, la chronologie des médias peut être discutable car elle est soumise aussi à des chaînes comme Canal qui effectivement profitent aussi du capitalisme, qui financent beaucoup de chaînes de télé payantes et des émissions un peu bas de gamme, mais l'exigence de cette règle fait que nous gardons une exception culturelle française au niveau cinéma qui ne se fait pas laminer par les superproductions. Arrêtez de croire que l'on doit faire des louanges à Disney parce que c'est leur film. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit respecter les règles de chaque pays où nous sortons un film. Magouillé ou menacé, c'est un truc de connard. Et moi je suis content que jusqu'à maintenant on garde encore cette chronologie qui permet de financer un cinéma français toujours très productif à l'échelle nationale et qui est une fierté mondiale. On n'a pas à s'agenouiller devant Disney. Si vous n'êtes pas content d'attendre 4 ou 6 mois pour voir un Disney, un conseil, désabonnez-vous de Disney+. Là Disney n'aura pas le choix que de diffuser son film en France. S'ils perdent des abonnés, c'est à eux de s'adapter à notre système, pas l'inverse. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le savent et ils perdent quelques abonnés, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils se mettent aussi à augmenter leurs abonnements. Et si malgré ça, vous n'êtes pas content, que vous voulez quand même rester dans vos biais à dire que le cinéma français de toute façon il est nul, j'espère néanmoins que j'en aurai convaincu quelques-uns et que certains se mettront maintenant à un peu plus nuancer leurs propos. Bon, cela dit, je n'en veux pas personnellement à Rage, je ne le déteste pas, hein. Je pense juste que ces avis à chaud amènent forcément des conclusions hâtives et qu'ils ne se renseignent peut-être pas forcément très bien. Et si vous voulez avoir toutes les infos et les chiffres que j'ai donnés, il y a toutes les sources en description, c'est totalement gratuit, ce sont des bilans du CNC qu'ils font chaque année, donc vraiment n'hésitez pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à me rejoindre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!